Bonjour, bienvenue sur le podcast Je marche donc je pense, un podcast par Marie du Jardin des Talons. Voilà, on arrive déjà à notre podcast numéro 9. Merci à toutes et à tous. On m'a fait la remarque hier que je m'adressais souvent au féminin et il y a quand même des hommes qui viennent écouter mes podcasts. Donc je suis très contente. Voilà, le nombre de lecture augmente chaque jour, donc merci à tous et à toutes de suivre les podcasts. Je regarde aussi les épisodes qui ont plus d'écoute que les autres et voilà, je trouve ça intéressant de regarder les petites statistiques. Alors j'avais plusieurs idées sur celui-ci suite à un échange avec une personne que je n'avais pas vue depuis très longtemps et puis qui me disait oui, profil atypique. Je suis pas tout à fait d'accord avec la terminologie. Et donc au départ j'étais partie pour faire un podcast sur c'est quoi un profil atypique. Voilà, ceci dit c'était un échange très agréable et très sympathique et qui m'a fait beaucoup plaisir et qui m'a reboosté aussi dans ce que je fais et je m'étais dit que ça pourrait intéresser d'autres personnes la définition des profils atypiques. Et puis en fait je sais qu'avant de rentrer dans une définition un peu plus précise, d'abord ce matin j'avais envie de parler de j'en ai marre, je m'auto-fatigue à longueur de temps. Et franchement, si je pouvais débrancher tout ça de temps en temps, appuyer sur le bouton off, eh ben j'aimerais bien. Ouais, l'auto-fatigue. Moi, j'ai pas besoin d'éléments extérieurs à moi pour être fatiguée. Moi-même, ça me suffit, mais alors largement. Toute seule avec moi-même dans une maison, je m'auto-fatigue toute seule. Je peux être crevée le soir comme si j'avais vu 15 personnes dans la journée. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, qui peut vous arriver. Chez moi c'est souvent. Alors c'est par phase. En bon profil atypique, on va rester dans le préjugé et la case et tout ça là. En bon profil atypique, je fonctionne par cycle. Et c'est des cycles d'hyperactivité enchaînés par des cycles à plat. Voilà. Alors les cycles d'hyperactivité, chez moi il y a deux genres de cycles d'hyperactivité. Il y a l'hyperactivité intellectuelle et l'hyperactivité manuelle. C'est pas les deux en même temps. Heureusement, parce que sinon je sais pas comment je ferais. Alors clairement en ce moment je suis dans un cycle d'hyperactivité intellectuelle. Donc j'ai besoin d'apprendre, de lire, de m'informer. Et puis au niveau de ce que j'engrange comme information, c'est par cycle aussi. Parfois ça va être... je fonctionne par... On appelle ça des centres d'intérêt spécifiques. Donc par moment, en fonction des besoins du moment, je vais être à fond dans un truc. Donc si c'est les séries et les films anglais à propos de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, ça c'est un grand centre d'intérêt spécifique chez moi, je vais tout regarder. Voilà, c'est pas compliqué. Je vais passer, dès que je vais avoir un moment de libre... je serai devant mon écran avec un truc qui ressemble de près ou de loin à Jane Austen. Tout ce qui peut y ressembler, avec des belles robes, des histoires d'amour, tout ça, voilà. Et puis, comme j'aime bien apprendre l'histoire par ce biais-là, ça me permet de mieux comprendre le monde d'aujourd'hui grâce au monde d'autrefois. Voilà, je sais pas, je ne vais pas rentrer dans l'analyse exacte de pourquoi j'aime bien. Mais en attendant, quand je suis là-dedans, je suis là-dedans. En ce moment, je suis repartie sur... il faut que je lise tout ce que je trouve sur les profils atypiques. Voilà, donc heureusement, il y a eu les webinaires aussi, là, sur Internet. Donc je suis repartie dans l'achat compulsif de bouquins. Après, il y a des moments où je vais donner mes livres aussi, donc dommage, j'ai pas une grande bibliothèque de livres là-dessus. Pourtant, j'en ai acheté beaucoup des livres sur ce sujet-là. J'en ai lu beaucoup. Mais là, je suis repartie à en acheter et à en lire. Bon, ok, d'accord.
C'est fatigant en fait de fonctionner comme ça. Des fois j'aimerais bien trouver une sorte de calme intérieur, là, un truc où je me dirais ouh, pose-toi un peu 2 secondes. Après je vais avoir les phases d'hyperactivité manuelle. Donc alors là je vais coudre. Je vais passer du temps à coudre. Plein de choses, des habits principalement. Bon, c'est pas trop le cas en ce moment. Je l'ai eu pendant le confinement. J'ai fait des masques en grande quantité parce que quand je fais les choses, je les fais pas à moitié. Donc j'en ai fait à peu près 1000. Tout ça pour me retrouver avec jamais de masque en tissu sur moi. Donc normal. Ça, je m'auto-fatigue. Je vais revenir dessus après. Donc quand j'entends les gens qui me connaissent depuis très longtemps et qui ont des a priori sur mon mode de fonctionnement, parce que j'ai de la chance, je vis avec quelqu'un qui n'a pas d'a priori là-dessus, qui fonctionne un peu comme moi, donc il comprend, il n'est pas dans le jugement, mais les personnes qui ne comprennent pas ce mode de fonctionnement par centre d'intérêt spécifique et par boulimie ou hyperactivité suivie d'hypotonie limite, ou d'apathie, ne peuvent pas comprendre. Donc quand j'entends, voilà, ce qu'on va dire de moi, ça va être toi quand tu fais les choses, c'est jamais à moitié. Non, déjà je vois pas pourquoi je les ferais à moitié puisque ça m'apporterait aucune satisfaction et j'aime bien aller au bout des choses. Donc quand je les fais, c'est en entier ou pas. Et si je lâche en milieu, c'est parce que je trouve pas d'intérêt à continuer jusqu'au bout. Je vois pas ce que ça va m'apporter d'aller jusqu'au bout. Donc c'est vrai que je peux aussi arrêter des choses au milieu parce que intérêt zéro, j'ai commencé à découvrir et puis voilà, ça me procure pas de joie ou pas de satisfaction ou je prends pas de plaisir ou je vois pas ce que je pourrais apprendre, donc j'arrête. Voilà, ça c'est aussi un autre mode de fonctionnement auto-fatigant, parce que finalement il y a plein de choses qui sont commencées, pas forcément terminées, et ça provoque quand même des questionnements. Alors moi toute seule dans une bulle, je me poserai pas trop de questions en fait, je vivrai le truc, mais c'est vrai que c'est souvent le regard posé par les autres et puis les obligations dans une journée. Ah oui, les obligations dans une journée. Allez, on y va dans ma journée d'auto-fatigue en mode hyperactive. Alors je ne suis pas officiellement TDAH, trouble avec déficit de l'attention avec hyperactivité. Je peux être extrêmement concentrée dans ce que je fais. Et je suis pas quelqu'un en impatience constante. Voilà. Je vois à peu près ce que c'est un TDAH au quotidien, un vrai. Je suis pas comme ça. J'ai plus ce côté hyperactive dans le sens faut que ça bouge et je fais les choses à 100%. Et parfois je sors de mon chemin. Alors l'auto-fatigue, c'est par exemple allez, on va prendre un grand classique que j'arrive à contrôler aujourd'hui, mais pas toujours. Quand je suis fatiguée, j'arrive pas à le contrôler. Mais quand je suis en forme, ça va. Par exemple, j'ai une grande tendance à commencer plein de choses et à pas les terminer. Oui, ça peut arriver à tout le monde. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le petit chemin dans la maison ou au travail ou ailleurs qui se met en place est très très frustrant en fait. C'est que, par exemple, je vais me lever le matin et je vais me dire... parce que dans ma tête, en fait, dans mon cerveau, à moi, ça fonctionne comme ça. J'ai un brouhaha équivalent à un bruit d'un marché couvert un dimanche matin. Ouais, à peu près. Donc ça bouillonne tout le temps. Et en plus, au niveau visuel, j'ai toujours des espèces de planches comme dans le livre Où est Charlie ? Donc du gros bordel. Et tout ce que je veux faire et toutes mes pensées sont accompagnées d'une arborescence dans tous les sens, en 3 dimensions et qui bouge, en animation, accompagnée du brouhaha verbal autour. Ouais, dit comme ça, c'est un peu inquiétant. Alors, je vais faire une pause. Je fais une petite pause, un instant. C'est pas habituel, mais je fais une pause. Allez, voilà, je vous reprends parce que
Vous qui arrivez là pour écouter le podcast avec une intention d'écouter un podcast sur les profils atypiques et comment remonter du burn-out, ça passe si je vous raconte comment fonctionne mon cerveau. Mais les gens au bord de la route n'ont pas forcément besoin de savoir à quoi ça ressemble à l'intérieur de ma tête. Donc, c'est un espèce de brouhaha constant avec des images en film d'animation constantes en 3D dans tous les sens et des arborescences qui partent dans tous les sens. Voilà. Et des nouvelles arborescences qui poussent à chaque nouvelle idée. Ça ne s'arrête jamais. C'est absolument incontrôlable. J'ai déjà essayé avec plein de méthodes, ça marche pas. Donc il faut vivre avec. Et parfois juste laisser le flow passer là. Et pas attraper d'idées ou d'images. Bref, le matin je me lève. C'est déjà enclenché avant que je mette le pied par terre, tout ça. Et donc, je sais que, c'est aller prendre mon petit déjeuner. Donc, avant même de poser le pied par terre, je sais que je vais aller dans ma cuisine, appuyer sur le bouton de ma bouilloire. Et vous allez me prendre pour une folle, je ralentis le pas parce que pour moi, ça semble normal depuis toute ma vie. Mais d'être en train de l'expliquer, je me dis, ils vont me prendre pour une folle, ceux qui m'écoutent. Mais peut-être ça va vous parler à vous aussi, donc il faut oser se livrer, voilà. C'est aussi pour ça que je suis dans une recherche à savoir si j'ai des troubles autistiques ou pas. Parce que chaque geste de ma journée est pensé verbalement à l'intérieur de ma tête, en fait, à l'avance. Donc, quand je me réveille le matin, j'anticipe, je suis déjà dans la visualisation et j'entends le son du clic de ma bouilloire, de l'eau qui bout dans ma bouilloire et je me répète tout un tas de phrases du type quand l'eau va bouillir, tu mettras l'eau dans ton bol. Ça recommence avant, c'est je me lève et je me vois aller chercher mon sachet de thé, mettre mon sachet de thé dans mon bol, mettre mon papier dans la poubelle. Au clic de la bouilloire, quand l'eau bout, mettre l'eau dans le thé, attendre. Voilà. Donc je suis déjà dans l'anticipation visuelle et sonore de tout ce que je vais faire. Pour la simple et bonne raison que si je le fais pas, ça va être le gros bordel. C'est-à-dire que si je suis pas dans l'anticipation de ce que je dois faire, geste par geste, au moment de le faire, je vais me retrouver démunie et dépourvue et je ne vais pas savoir comment m'y prendre. Ce qui engendre d'autres problèmes dans d'autres situations, c'est que toute situation de surprise est hyper dure à gérer pour moi parce que j'ai pas pu anticiper chaque geste, chaque parole, chaque bruit et du coup je ne sais pas comment y réagir. Parce qu'en fait, même juste pour prendre mon petit déjeuner le matin, chaque geste a été réfléchi en amont. C'est fatigant. J'y peux rien, c'est comme ça. Qu'on commence pas à me dire, parce qu'il y a plein de gens qui veulent être gentils, qui disent arrête. Oui mais je peux pas. C'est à l'encontre c'est pas moi qui commande ça. C'est un des détails du fonctionnement du cerveau, c'est que on le commande pas toujours comme on veut. Et là c'est comme ça, et ça c'est un truc, j'ai pas de clé encore. J'ai pas réussi à trouver les bons outils pour arriver à calmer le machin. Alors je le laisse faire. Et puis en général, comme c'est en mode pilote automatique, ça fonctionne. Donc même toutes ces pensées ne me dérangent pas finalement. Donc, je me lève, je suis dans l'anticipation de mon petit déjeuner. Et sur mon trajet, entre ma chambre et ma cuisine, c'est un exemple parce que dans la vraie vie, j'ai tellement faim le matin que ça ne serait pas réellement réaliste. Mais ça peut être à d'autres moments dans la journée, c'est juste pour illustrer. Entre le chemin, sur le chemin, entre ma chambre et ma cuisine, pour aller prendre mon petit déjeuner. Si je trouve un obstacle qui va être, une chaussette sale que les filles ont laissé traîner par terre, un bouquin à ranger, ou si je dois passer par la salle de bain avant d'aller à la cuisine, et que je tombe sur un objet qui n'est pas à sa place. Alors, je vais aller mettre l'objet à sa place. Et en arrivant à la place de l'objet, s'il y a un autre objet qui n'est pas à sa place, ou qui me fait penser à autre chose, je vais aller faire autre chose.
Et puis arrivé là-bas, c'est typiquement le truc de... je l'ai tellement vu autour de moi par des personnes bien particulières. Et il y a une personne en particulier que j'arrive à faire beaucoup rire avec ça quand je l'imite. C'est, je voulais aller chercher une paire de ciseaux. Mais quand je suis arrivée, avant même d'arriver à l'endroit où se trouvent les ciseaux, mon esprit a été capté par autre chose qui m'a fait aller dehors. Et une fois arrivée dehors, je me suis dit, tiens, si je coupais les rosiers. Ah bah oui, parce que ciseaux d'abord, rosiers maintenant. Donc il fallait aller chercher les sécateurs. Et puis en allant chercher les sécateurs, je suis tombée sur une pile de cartons qu'il fallait mettre dans la poubelle de recyclage. Donc je suis allée mettre les cartons au recyclage. Et en arrivant à la poubelle du recyclage, j'ai vu qu'il y avait un grand sac de bouteilles en verre. Donc je me suis dit qu'il fallait les emmener à la poubelle en verre. Donc je les ai mis dans la voiture. Mais quand j'ai ouvert le coffre de la voiture, j'ai vu que j'avais une veste que j'avais pas rangée. Alors du coup, j'ai pris la veste et je suis allée pour la ranger. Mais finalement, j'ai posé la veste sur la chaise de la cuisine parce qu'entre-temps, je me suis souvenu que j'étais venue dans la cuisine pour chercher les ciseaux. Donc là, je me suis approchée du tiroir pour ouvrir, pour prendre les ciseaux. Mais en ouvrant le tiroir, je me suis rappelé qu'en fait, je voulais aussi couper les branches du rosier. Mais pas avec les ciseaux, avec les sécateurs. Donc, j'ai posé les ciseaux, parce que maintenant je savais où ils étaient, et je suis repartie chercher mon sécateur pour aller couper les rosiers. Sauf qu'entre-temps, sur le chemin, j'ai vu le tuyau d'arrosage, et j'ai vu la plante qui faisait la gueule. Donc j'ai arrosé le citronnier, pour pas qu'il fasse trop la tronche. Et pendant que j'étais en train d'arroser le citronnier, j'ai pensé citron, je me suis dit tiens, c'est bientôt l'heure de manger, si j'allais préparer à manger. Donc je suis retournée dans la cuisine. Enfin voilà, l'auto-fatigue, elle est là. C'est qu'en fait, à force de ne pas être séquentiel, j'admire les gens qui fonctionnent en séquentiel. Fonctionner en séquentiel, c'est-à-dire j'ouvre un dossier, je fais mon dossier, je ferme mon dossier. Exemple, je me lève pour prendre mon petit déjeuner, je me lève, je prends mon petit déjeuner, je ferme le chapitre petit déjeuner et après je vais ranger un autre truc. Ou j'ai besoin des ciseaux, je vais chercher mes ciseaux, je prends mes ciseaux, je découpe ce que j'avais à faire avec mes ciseaux, je re-range mes ciseaux et le dossier est fermé. Dans le cas des personnes qui fonctionnent avec une grande arborescence multicolore et animée et en musique et tout ça, on fonctionne jamais en séquentiel, mais alors absolument jamais, et notre esprit peut se laisser perdre comme du lierre qui va grimper partout et qui continue de grimper partout parce qu'il n'a pas de limite. Et arriver à trouver un cadre pour ce cerveau qui part dans tous les sens est extrêmement compliqué. De ce que je suis en train d'engloutir en ce moment comme information, peut-être que finalement je vais vous donner une définition des profils atypiques dans ce podcast-là. Du coup, il aura 2 titres. Non, il faut que je reste dans une séquence. Bon. Alors je m'oblige, le podcast aussi, c'est ce qui m'oblige à rester sur un thème. Je me cadre dans un thème, j'en sors pas. Donc ça, c'est hyper fatigant parce que finalement, même toute seule dans ma maison, avec aucune distraction, aucune interruption, avec personne pour venir me déranger, je suis capable de me déranger toute seule. Je peux être occupée à travailler sur un truc et d'un seul coup le truc sur lequel je suis en train de travailler me fait penser à autre chose et donc il faut que je me lève et je sais qu'à partir du moment où je suis debout c'est foutu, c'est plié. Ce que j'étais en train de faire, j'y reviendrai que 2 heures plus tard, demain, 3 jours après, 10 jours plus tard. Parce que je suis concentrée sur ce que je fais sur le moment. Mais la moindre distraction fait que je n'ai plus la capacité à rester concentrée sur ce que je suis en train de faire. Et après, ça reste en plan. Voilà, parce qu'en plus, c'est un dossier ouvert à l'intérieur de ma tête. Et donc, comme c'est un dossier ouvert, je ne peux pas le fermer. Et j'ai pas la capacité à me dire je le ferme pour aujourd'hui et je le réouvre demain. Non, ça reste ouvert. Bon, après, j'ai la grande capacité à savoir que le sommeil est primordial et que si j'ai pas bien dormi, il n'y a rien qui marche. Donc, il faut que je dorme. Donc, je sais appuyer sur le bouton off le soir. Je sais à un moment donné me dire dodo.
parce que là, ça va pas le faire. Au fond de moi, je ressens pas souvent la fatigue. Enfin, oui et non. Je vais pouvoir être très fatiguée à différents moments de la journée, même en soirée, mais un peu comme les bébés avec les siestes. C'est-à-dire 2 heures d'activité, 1 heure de sieste, 2 heures d'activité, 1 heure de sieste. J'ai pas un mode de fonctionnement standard, c'est-à-dire que j'ai quand même besoin de beaucoup de temps de repos dans une journée pour pouvoir me ressentir en forme. Mais je ne m'autorise pas ces moments de repos. Mais après, le soir, une fois que je suis au calme, qu'il n'y a plus de lumière, qu'il n'y a plus de bruit, j'ai beaucoup de mal à ressentir la sensation de fatigue parce que j'aime bien ce moment-là et que je me sens enfin au calme et que mes petites voix intérieures ne sont plus brouillées par tous les bruits extérieurs, que mes images mentales ne sont plus brouillées par tout ce qu'on voit autour et je peux vraiment me concentrer sur mes affaires. Donc ça, c'est une très grande première source d'auto-fatigue. Être constamment dans mon brouhaha et ne pas réussir à accomplir des tâches et à laisser tous mes dossiers ouverts à l'intérieur de ma tête. Parce qu'en plus, j'écris pas. Parce que je connais pas mal de personnes qui font des to-do list. Je ne sais pas sur quel support elles font leur to-do list. Mais clairement, moi, ça marche pas. Parce que, si je prends un carnet, je sais jamais où il est. Si je prends un stylo, je sais jamais où il est. Si je mets mon carnet et mon stylo dans mon sac à main, au moment où j'en ai besoin, j'ai pas mon sac à main. Je réfléchis beaucoup quand je suis en voiture et je fais beaucoup de voitures et je peux pas noter dans mon carnet. Donc le carnet, j'ai oublié, parce qu'au départ, ça faisait partie des bons conseils bien pensants, prends un carnet. Oui, moi ça marche pas. Puis en plus, j'ai une écriture de cochon et quand j'écris dans mon carnet, après j'arrive pas à me relire et c'est pas plaisant à relire et j'y prends pas de plaisir et du coup, ça m'énerve. Donc ça augmente la frustration, la baisse de l'estime de soi, la baisse de confiance en soi et patati patata, on part dans un cercle vicieux et je me reconditionne toute seule à l'échec et je me dis tu vois, t'es pas capable, ça marche pas, ça fonctionne pas et je repars dans mes boucles. Donc j'ai arrêté le carnet. Après, au tout début des smartphones, j'avais essayé la to-do list sur mon smartphone. Grâce au conseil d'une personne qui m'écoute quasiment à chaque podcast, je pense qu'elle se reconnaîtra. Voilà, et on avait passé, je me souviens, un bon moment, je sais pas si c'était une après-midi, un début de soirée, enfin, on avait passé un moment très agréable à papoter toutes les deux dans sa cuisine, et elle m'avait montré toutes ces applications de to-do list et autres listes et autres trucs, pense pas bête, parce qu'elle fonctionne un peu comme moi. Et donc elle avait très vite trouvé, comme elle est un peu plus jeune quand même, et plus au fait sur les applications, celle qui m'a quand même pas mal initiée aux applications sur le smartphone. Et donc les to-do list sur smartphone. Ah là, l'enfer pour moi, parce que avoir le bazar qui sonne toutes les 2 minutes, déjà que mon téléphone est systématiquement sur silencieux. Je n'allume jamais la sonnerie, sauf si j'attends un coup de fil vraiment important dans des conditions où je peux mettre la sonnerie. Sinon, mon téléphone est toujours sur silencieux. J'ai horreur d'avoir ce bazar qui sonne à longueur de temps. Donc toutes les notifications sont désactivées de mon téléphone. Donc si on m'envoie un texto ou si on m'envoie un message sur Messenger ou un message sur Instagram ou je sais pas, les notifications sont désactivées. Donc j'y vais trop de fois dans la journée, mais j'ai pas de notification parce que j'aime pas que ça vibre, j'aime pas que ça sonne, ça me dérange et c'est insupportable. Donc, avoir un bazar qui sonne toutes les 5 minutes pour me rappeler tout ce que j'ai à faire, ça marche pas. Parce que si je suis dans une phase de concentration longue sur un projet donné, j'ai pas besoin que mon bazar sonne toutes les 5 minutes pour me dire qu'il faut que je fasse ci et fasse ça. Parce que déjà que je me laisse déconcentrer hyper facilement. Alors si en plus il y a le truc qui est en train de me dire que t'as oublié de faire ci, oublié de faire ça, oublié de faire ceci et qu'il faut que tu penses à ça et que tu penses à ça, ça marche pas. Donc, les aides externes ne fonctionnent pas. Alors, j'essaye un autre truc qui est avec une ressource interne, c'est-à-dire moi-même. Quand je veux faire un truc de A à Z et que je veux ne pas être dérangée sur ce que j'envisage de faire, même si c'est juste aller chercher ma paire de ciseaux dans le tiroir, je me répète sur tout mon trajet.
prendre des ciseaux pour aller faire ça, prendre des ciseaux pour aller faire ça, prendre des ciseaux pour aller faire ça. Et si je vois d'autres trucs, je fais non, prendre des ciseaux pour aller faire ça. Ça fait un peu débile mental raconté comme ça, mais c'est le seul moyen que j'ai pour réussir à aller ouvrir mon tiroir, prendre mes ciseaux, faire ce que je devais faire avec et reposer les ciseaux dans le tiroir. Si je ne m'oblige pas à faire ça, c'est foutu. Par exemple, excuse-moi mon chéri de dévoiler de notre vie privée, parce que je sais qu'il t'écoute. Moi, j'aime bien le soir me coucher dans un lit hyper bien fait. Et en bonne hyperactive mentale que je suis, je vais me lever le matin et je vais pas faire mon lit et après je vais me râler dessus et je vais me dire mince, t'as encore pas fait ton lit et c'est moche et c'est vilain et c'est pas agréable pour mes yeux et mon hypersensibilité, blablabla, et je pars dans tous les sens. Voilà, donc le matin je me lève quand je suis seule, quand je suis la dernière à me lever, quand je suis seule, et avant de poser un pied par terre, je me répète en mantra: fais ton lit, fais ton lit, fais ton lit, fais ton lit. Comme ça, je ne pense pas à ma paire de boucles d'oreilles qu'il faut que j'aille ranger à la place où je range maintenant mes paires de boucles d'oreilles. Je ne pense pas au linge qu'il faut que j'aille mettre dans la panière de linge sale. Je ne pense pas à mon petit déjeuner. Je ne pense pas à mon téléphone qu'il faut que j'aille mettre à charger. Je ne pense pas au sujet du prochain podcast. Je ne pense pas à ce que j'aurais dû dire en séance de coaching à la personne que j'accompagne. Je ne pense pas à t'es en retard sur la préparation de ton code pour le permis moto, il faut que tu t'y mettes. Je ne pense pas à t'es en retard sur tes cours pour l'école de coaching, il faut que tu t'y mettes. Je ne pense pas à il faut que tu réécrives toutes tes appréciations dans les bulletins parce qu'elles sont pourries et ça va décevoir les gamins. Non, je pense juste fais ton lit, fais ton lit, fais ton lit, fais ton lit, fais ton lit. Et alors je fais mon lit et comme ça, c'est un de moins sur ma to-do list et je suis contente. J'ai fait séquentiel. Donc pour pouvoir être séquentiel dans mon mode de fonctionnement, en fait, il faut que je me répète les choses. Je me mets des œillères, comme un cheval, là, je me mets des œillères et je fais que ça. Et je me répète le truc. Je me répète le truc. Ça fait limite déficient mental, mais c'est juste comme ça que j'arrive à m'en sortir. Donc, ça, c'était ce que je disais tout à l'heure, la première source d'auto-fatigue. C'est d'être obligé de trouver des outils pour canaliser mon esprit, pour pas m'éparpiller. Mais comme je suis quand même très 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 éparpillée, je ne sais toujours pas m'organiser et donc je ne sais toujours pas... par exemple, je sais que chez plein de gens, et j'admire, mais j'ai une admiration mais infinie et je ressens rarement de la jalousie ou de l'envie pour les autres parce que c'est pas un sentiment que j'ai envie d'avoir en moi. Parce que je pense qu'on est tous différents et qu'on a tous une plus-value, quelque chose à apporter, on a tous des points faibles, donc je ne ressens vraiment que très rarement de la jalousie et de l'envie, mais il y a un truc dont je suis ultra jalouse, parce que ça je l'ai pas, alors c'est de la petite jalousie gentille, hein, c'est pas de la jalousie mesquine. J'adorerais, je rêverais avoir cette capacité à m'autodiscipliner et à me dire le samedi matin, je me lève à 8h, je prends mon petit déj, je fais le ménage pendant 1h30 et après ma maison est propre. Ça marche pas. Déjà, juste le fait de m'imposer un truc, je suis en autoconflit et quand je suis en autoconflit, je suis encore plus fatiguée. Donc j'ai appris à vivre en roue libre. Donc ça porte un peu préjudice à différents niveaux. Parce qu'au niveau des enfants, j'en ai 2 qui ont besoin quand même d'être très cadrés, mais qui arrivent à trouver leurs outils d'autodiscipline. Donc je suis hyper fière d'elles, parce que moi j'ai pas cette capacité-là, et elles en ont besoin, donc elles trouvent leurs propres ressources, et elles sont dans l'autodiscipline. Ce sont 2 enfants qui pendant le confinement ont travaillé, avec des horaires, se lever à 7h du matin, 8h étaient devant leur ordinateur, jusqu'à 5h, on fait tous leurs devoirs, on travaillait en fonction de leur emploi du temps scolaire, 1 heure en français, 1 heure en maths, elles ont fait tous leurs devoirs, elles ont été, mais waouh, j'admire. Peut-être que justement le fait que moi je ne sois pas comme ça les a peut-être encouragées à le faire, et j'en suis hyper fière. Ces 2 enfants qui ont la capacité à se projeter dans l'avenir, à monter des projets. Là, l'aînée est en train de monter un projet pour après son bac dans 3 ans. Et elle a besoin d'être cadrée, structurée. Et ça fonctionne. La deuxième aussi, des esprits ultra cartésiens. Bien qu'elles soient très fantaisistes, les 2. Mais elles sont quand même vachement plus cartésiennes que moi.
et ça cadre, et ça match, et ça rentre dans les clous, et ça roule. Le numéro 3 est plus comme moi. Et là, c'est dur à gérer parce qu'en fait, j'ai pas d'outils pour l'aider. J'ai pas les ressources pour l'aider. Je sais pas lui apporter ce cadre-là. Et là, j'angoisse par exemple pour à partir de lundi parce que les deux grandes vont retourner à l'école. Et moi, je vais rester avec fille numéro 3 à la maison où on est un peu sur le même moule. C'est-à-dire pas de contraintes, pas d'autodiscipline, pas d'horaire et roule ma poule quoi. Je culpabilise un petit peu, je me dis que je suis pas une bonne maman, que je lui apporte pas les bons outils, que finalement sa déscolarisation, bon j'en ai pas encore trop parlé sur les podcasts, mais voilà, fille numéro 3 est déscolarisée pour la fin de l'année pour une raison de phobie scolaire. C'est un peu dur à encaisser, donc pour le moment je peux pas en parler parce qu'émotionnellement c'est un peu dur. Mais voilà, c'est la réalité des choses. Et déscolariser sur une fin d'année après 3 mois de confinement, machin, c'est pas la fin du monde. Mais voilà, on anticipe pour septembre, on sait que ça va être dur. Et je me dis au fond de moi qu'il faudrait que j'arrive à lui donner un cadre, un emploi du temps, que j'arrive à la réveiller le matin, qu'à 9h elle soit opérationnelle, habillée, petit déjeuner, les dents brossées, et qu'on fasse du travail scolaire, et qu'après on fasse des arts visuels, enfin j'en sais rien, mais qu'on organise nos journées de travail. Et ça, c'est juste impossible. J'ai une grosse limite limitante, une grosse croyance limitante, je ne sais pas. Peut-être que moi aussi, il faudrait que j'aille voir un coach. Pourtant, je connais les outils et là, je bloque. Donc, je m'auto-fatigue parce qu'en fait, je me mets des boucles en tête avec de la culpabilité, avec de la désestime de moi, où je me dis que ça marche pas. Nanana. Donc, j'ai les boucles qui se mettent en route. J'ai pas du tout envie de donner l'idée que d'être dans cette formation de coaching et d'accompagner des gens, je suis parfaite et que j'arrive à tout. C'est pas vrai. Moi, j'ai horreur de faire un truc et de penser que la personne qui me donne cet outil-là est juste parfaite et qu'elle a pas de faille. Moi, j'aime bien quand j'échange avec la psy que je vois là depuis 1 an. Et ben, parfois, ça arrive, on échange et elle me donne ses failles et en fait, ça la rend encore plus admirable à mes yeux. Et je me dis que cette femme, je peux vraiment écouter ce qu'elle me dit et je peux vraiment prendre les conseils qu'elle me donne parce qu'elle a la capacité, par moment, bon, je ne fais pas la psy de ma psy, hein, mais par moment, elle a la capacité de me dire, bah, vous voyez, là, vous êtes très forte parce que moi, ça, je ne le ferai pas, je n'ai pas la capacité à le faire. Et ça crée un lien de confiance. Donc, dans mon activité de coaching et d'accompagnement, j'ai pas envie de diffuser une image de je suis coach et je suis parfaite, ce qui n'est absolument pas la réalité. Je suis loin d'être parfaite. C'est juste que c'est beaucoup plus facile d'accompagner quelqu'un extérieur à soi que de trouver ses propres failles à soi-même, bien que je pense être suffisamment lucide pour trouver les miennes. Mais là, j'ai un gros problème avec l'autodiscipline. Je connais pire que moi avec l'autodiscipline. Et je pense que je dois lui paraître assez forte en autodiscipline, mais moi je suis toujours pas satisfaite de mon niveau d'autodiscipline. Et savoir que j'ai pas la capacité à donner ça à une de mes filles, je me dis qu'on est mal barré pour l'avenir. Et du coup, je m'auto-fatigue parce que je rentre dans des boucles. Je rentre dans des boucles et j'arrive pas à sortir de ces boucles-là et ça me tracasse et ça m'inquiète. Donc ça, c'est le deuxième aspect de l'auto-fatigue. C'est entrer dans des boucles fatigantes, des trucs qui restent en tête, et dont on n'arrive pas à se sortir. Et puis, à la base, je voulais vraiment aller plutôt sur cette troisième piste de l'autofatigue qui m'a valu mon faux self de clown pendant des années, mais qui finalement est une fatigue intérieure, mais énorme. C'est la capacité à être toujours dans le détail. Et des fois, j'aimerais bien ne plus être dans les détails, j'aimerais bien être dans la globalité des situations parce que c'est ultra fatigant de toujours voir les détails dysfonctionnants des situations globales. Je n'ai pas une capacité à voir les choses dans leur globalité. Et hier, je répondais à des questions. Je suis photographe à côté et j'étais d'abord photographe.
Enfin, j'ai fait plein de choses en fait. Mais je suis aussi photographe et là, j'ai été contactée pour un projet. Je vous en parlerai sûrement plus tard par rapport à l'humilité. J'envisage un podcast qui se nommera Et si on parlait d'humilité ? Et justement de ce qu'est réellement l'humilité, de ce qu'elle n'est pas, et des limites qu'on se met par rapport à l'humilité. Mais je digresse. Moi, je vous fais du petit teasing pour plus tard, j'ai encore plein d'idées. Et donc, j'ai dû répondre à des questions par rapport à mon activité de photographe pour un projet qui, j'espère, va voir le jour, parce que franchement, je suis hyper contente. Et donc, la personne en face me demandait comment j'en suis venue à la faire de la photo. Et donc je lui raconte que toute petite j'avais cassé mon premier appareil photo et du coup j'avais été tellement disputée par rapport à ça que je m'étais interdit l'accès à la photo. J'ai mon grand-père qui faisait beaucoup de photos, j'adorais ses photos et le voir faire des photos j'aimais bien. Mais moi je m'étais interdit ce truc là parce que de toute façon j'avais cassé l'appareil photo, donc c'était pas pour moi. Conditionnement à l'échec, podcast numéro 3 je crois ou 4, je sais plus, à réécouter. Quand les paroles des parents ou des adultes bloquent un truc. Bon voilà, j'avais cassé l'appareil photo, c'était un appareil photo gagné aux 3 Suisses ou à la Redoute, un truc qui faisait clic-clac là, ceux qui ont à peu près mon âge, dans la quarantaine devraient pouvoir s'en souvenir. Des petits appareils photo rectangulaires, il fallait clic-clac sur le côté pour faire une photo avec une pellicule. Bref, donc conditionnement à l'échec, pas de photo pour moi. Donc je faisais jamais de photos et puis quand je partais en voyage, je m'achetais des appareils photo jetables et quand je montrais les photos aux gens qui voulaient voir mes photos, tout le monde était toujours déçu parce que finalement je ramenais pas des photos intéressantes pour les autres, juste des détails de ce que moi j'avais vu. Voilà, c'est comme ça que je peux me retrouver avec des piles de photos où il y a tout un tas de trucs pas très intéressants à montrer, mais moi j'aimais bien. Et puis après quand j'ai eu mon premier smartphone, le premier iPhone même pour être exact, parce que le premier smartphone ne faisait pas vraiment de photos, enfin c'était pas ce que je voulais faire, j'ai téléchargé une application à l'époque qui s'appelait Ipstamatic et qui permettait de faire des petites photos carrées avec un côté un peu vintage. Peut-être que je voulais réparer l'appareil photo cassé, je sais pas. Et blague à part. Et donc là j'ai commencé à faire plein de photos, mais des trucs. Enfin parfois je me suis posé des questions sur ma santé mentale en fait, pour être honnête. Je sais pas, dans mon premier téléphone j'avais 2 ou 3 000 photos de trucs. Je pense que si on avait dû prendre mon téléphone et regarder mes photos, on se serait dit c'est une psychopathe, je sais pas. Plein de détails, mais des trucs sans intérêt en fait. Que je disais hier là pendant l'entretien, ça aurait pu être 10 photos des clés posées sur la table avec un angle de lumière différent. Ça pouvait être les motifs de mes chaussures en contre-alignement avec les motifs du sol, des détails de mes fringues, des détails de la route, du trottoir, des alignements, des trucs, enfin c'était quand même toujours très dans des détails et du motif, beaucoup de motifs. Donc des petits pois, des rayures, mais des trucs naturels. Où genre il n'y a que moi qui voyais que dans la nature ça faisait des alignements de rayures ou un effet d'eux, ou je sais pas, jouer avec les feuillages, les fleurs, dans les ombres. Voilà. Et ce que je disais hier pendant l'entretien, c'est qu'en fait le smartphone m'a permis de commencer à faire de la photo. Parce que finalement, prendre ce genre de photos avec un véritable appareil photo, les gens se retournent dans la rue. Alors je sais qu'il ne faut pas trop prêter attention au regard des autres, mais c'est pas évident d'être occupé et concentré avec un vrai appareil photo, à prendre des photos et tout le monde regarde en fait ce qu'on est en train de prendre en photo parce que visiblement il n'y a aucun point d'intérêt. Il n'y a rien d'intéressant à prendre en photo et il y a juste moi qui vois un détail. Tout ça pour dire que mon auto-fatigue, elle est là aussi. C'est que si je suis dans un paysage, dans un truc vision à 360 degrés la vision, dans un panoramique, je vais tout de suite aller au détail. Ça va être le petit pois sous le tas de matelas. Toujours. Donc j'ai fait rire la personne qui m'interrogeait hier. J'ai un immense jardin, mais vraiment immense. Et quand je vais faire des photos, ça va être mais vraiment
la petite pâquerette cachée sous un truc. Parce qu'à ce moment-là, il y avait un rayon de lumière qui passait entre deux branches, qui du coup éclairait un pétale, et finalement c'était joli, et moi ça m'a attiré l'œil. Alors ça, niveau métaphore, je veux dire, être détailliste à ce point-là, là ça peut être un petit peu amusant et rigolo comme ça, mais au quotidien, c'est extrêmement fatigant. Je vais être en réunion et je vais pas avoir la capacité à rester zen sur la globalité de la réunion. Je vais m'attarder sur le petit détail. Le fait que quelqu'un n'a pas dit bonjour gentiment, ou le petit mot placé de travers, ou la phrase qui va pas, ou je sais pas moi, dans le non-verbal, paraverbal, verbal, que du détail. Je vais tout le temps être sur le détail. Il paraît que ça peut être une grande force d'être détailliste. Il y a des entreprises américaines qui recrutent des personnes détaillistes pour cette grande capacité. Moi je trouve ça fatigant en fait. Alors peut-être que je trouve ça fatigant parce que c'est pas valorisé dans la société dans laquelle on vit, je sais pas, mais je trouve fatigant parce que j'aimerais bien pouvoir par moment juste poser mon cerveau et être en paix, avoir juste un peu moins de brouhaha, parce que finalement être détailliste c'est ce qui augmente le brouhaha interne, puisque mon cerveau va commenter en direct. En gros c'est comme si j'avais Nelson Montfort, Gérard Holtz et Michel Drucker en même temps dans ma tête toute la journée, quoi. En plus Patrick Sébastien. Voilà, j'ai je sais pas combien d'animateurs dans ma tête, chacun a son truc. Donc il y a celui qui va tout commenter et qui va dire oh les fleurs sont jolies, cette maison est bien rénovée, oh là c'est mignon, la pelouse est bien tendue, cet arbre est grand, il est beau, moi j'aurais pas mis ces fleurs là, donc voilà, il y a celui-là. Et puis après il y a l'autre à côté qui va dire ça sent bon par ici, là ça sent bon, je me sens bien, je me sens pas bien, est-ce que je me sens bien, est-ce que tu es sûr que tu te sens bien, tu te sens bien, non, est-ce que tu es bien, est-ce que tu es à l'aise dans tes chaussures, non, tu n'es pas à l'aise dans tes chaussures, voilà. Et puis après il y a l'autre à côté qui va prendre le relais en même temps, ils prennent même pas le relais, c'est en même temps qui va aller sur alors en ce moment tu en es où dans ta vie, qu'est-ce que tu penses de telle et telle situation, est-ce que tu penses que tu peux aller dans ce sens-là ou pas dans ce sens-là, patati patati patata. Et puis après il y a l'autre derrière qui est en même temps qui dit oui, alors l'autre jour quand tu as eu bidule au téléphone, j'ai trouvé un peu froide, est-ce que j'ai fait un truc qui va pas, ah oui là, est-ce que j'ai fait un truc qui va pas, ça c'est du récurrent. Mais alors du récurrent de chez récurrent, parce que depuis que je suis née de toute façon je fais toujours des trucs qui vont pas, donc partout où je vais, à chaque fois quand je repars, il y a toujours quelqu'un pour me dire oui alors au moment où tu as prononcé cette phrase tu n'aurais pas dû parce que tu te rends pas compte, voilà. Donc ça c'est je vis avec depuis 43 ans, c'est systématique avec tout le monde. Je crois que c'est très 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 rarement arrivé que je reparte de quelque part où j'étais pas seule, parce que forcément quand je suis seule il n'y a personne pour me recommander en direct. J'ai pas Nelson Montfort qui me fait un replay de la soirée ou du moment, donc voilà, je peux repartir toute seule et tranquille. Mais si je suis accompagnée, copines, conjoints, parents, enfants, c'est généralisé, c'est même plus une fausse croyance là, à ce niveau-là. On est vraiment sur du généralisé. C'est oui alors en fait quand t'as dit blablabla, oui et pourquoi t'as serré la main à bidule et pourquoi t'as fait ça et mais en fait nanana, et c'est tout le temps. Alors on en discute avec la psy, on ne sait pas l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est parce que réellement je suis inapte aux relations sociales que du coup je ne fais que des boulettes ? Ou est-ce que c'est parce que dès ma plus tendre enfance, on m'a montré que j'étais inapte aux relations sociales, que finalement j'en suis arrivée à m'en foutre entre guillemets et à être naturelle et spontanée. Et après ça passe pas. Et puis voilà, je sais pas. Mais c'est extrêmement auto-fatigant.
Parce que finalement, être naturel et spontané, c'est très compliqué quand on n'a pas la certitude de savoir être dans des relations sociales aux autres. J'ai pas de notion de hiérarchie, j'ai pas de notion de statut social. Un être humain est un être humain, donc c'est là aussi parfois où on peut se poser des questions avec l'autisme Asperger. C'est aussi pour ça que j'ai commencé une évaluation diagnostique. Je crois que j'en ai déjà parlé dans un autre podcast. Parce qu'on n'arrive pas à savoir si c'est le conditionnement ou si c'est réellement à l'intérieur. Voilà, on n'arrive pas à dépatouiller le truc. Mais clairement, niveau adaptation en interpersonnel, en relation sociale, ça va être très compliqué parce qu'en fait, moi, je vais être très spontanée. Je n'ai pas de filtre de langage et que je sois avec quelqu'un de plus âgé, socialement plus élevé ou moins, enfin voilà, je vais avoir le même relationnel. Ce qui peut poser beaucoup de problèmes en entreprise, on va pas revenir là-dessus, mais qui peut être aussi extrêmement fatigant au quotidien. C'est ce que j'assimile aussi à mon auto-fatigue. Et finalement, même toute seule dans ma maison, même si je suis toute seule, vraiment seule dans ma maison à un moment donné, l'interpersonnel va aussi me fatiguer. Parce qu'en fait, je vais me poser tellement de questions. Je vais me poser tellement de questions qu'au final, je ne vais pas faire les choses. Et puis, je vais être fatiguée. Parce que ça aura occasionné un énorme brouhaha interne. Et un tel brouhaha que finalement, pour qu'il s'arrête le brouhaha, je vais aller m'allonger avec un casque, je vais écouter de la musique. Et puis au moins, le bruit de la musique va passer au-dessus de mon brouhaha et ça fait du bien. Ou sinon, ce que j'aime bien pour avoir du brouhaha qui passe au-dessus de mon brouhaha, c'est aller à la mer quand il y a du vent. Alors j'aime pas le vent, j'ai horreur de la sensation du vent sur ma peau, mais j'adore aller à la plage quand il y a un peu de vent, pas trop de vent, mais un peu de vent, et que finalement le brouhaha du vent dans mes oreilles est plus fort que mon brouhaha intérieur. Ah ben j'entends plus mes petites voix, et là c'est hyper apaisant. Voilà, c'était en gros ce que j'avais à dire sur l'autofatigue. Le hashtag je m'autofatigue a été mon hashtag quand même le plus utilisé quand j'avais un compte Facebook à l'époque, où j'avais pris le pli de faire rigoler les gens qui me suivaient sur Facebook. Et donc tous les jours ou presque, il y avait l'anecdote du jour avec à la Mr Bean en fait. Toutes les petites merdouilles du quotidien qui pouvaient m'arriver parce que justement en voulant entre le moment où je me lève et le moment où je vais prendre mon petit déjeuner, j'avais été déconcentrée par tellement de choses qu'au moment je me suis souvent retrouvée dans des situations un peu ubuesques et accadabrantes, ce qui n'est absolument plus le cas depuis quelques années, et j'en suis hyper heureuse. Ça, c'est un pan de ma vie que je suis contente d'avoir mis de côté. Parce que franchement, le côté Mr Bean, Goofy, quand j'ai commencé à travailler, sur la fin de mes études, j'ai fait un stage en Angleterre. J'ai travaillé à Londres pendant quelques mois. Et juste pour l'anecdote de la prise de conscience de l'autofatigue, je travaillais dans un bureau pour une entreprise française avec un directeur britannique, et on travaillait dans une maison victorienne partagée en différents bureaux. En fait, à Londres, les bureaux sont tellement chers que les gens qui possèdent des maisons victoriennes, c'est les petites maisons typiques anglaises là, avec rotonde, plusieurs niveaux, plusieurs étages, tout en moquette à l'intérieur, et de tradition en fait sur Londres, les entreprises qui ont peu de salariés louent une pièce dans une maison victorienne. Donc c'est comme ça que dans une maison, on peut avoir 5 ou 6 entreprises différentes. Donc à Londres, je travaillais pour une entreprise française avec un directeur britannique, et le bureau juste à côté du nôtre travaillait une agence spécialisée en garde du corps pour mission secrète. Attention, c'était pas rien. Donc c'était des gars un peu à la James Bond,
qui couvrait des missions du genre garde du corps pour un journaliste qui était parti faire un reportage sur la chasse au lion en Afrique du Sud. Ça, c'est une vraie histoire de quand j'y étais. C'était des gars qui partaient couvrir des personnes de la famille royale en déplacement à certains endroits. C'est des gens qui avaient travaillé pour la cour britannique et qui couvraient des journalistes, des personnalités en garde du corps, mais sur des missions secrètes. Donc si Lady Di voulait partir en week-end avec son amoureux, paf, elle faisait appel à cette agence-là, enfin pas elle directement, enfin vous voyez ce que je veux dire. Bref, et donc un jour, on s'entendait super bien là tous, c'était super sympa. Bon, ils pouvaient pas trop échanger avec nous parce que finalement ils étaient censés être incognito à côté, mais ils avaient toujours une bonne ambiance dans la petite cuisine, on allait toujours prendre le café, c'était sympa. Bref, je digresse. Et puis un jour, ils ont un journaliste de CNN qui était chaîne de télévision américaine, qui est venu à Londres pour faire un reportage et qui était donc couvert par ces gardes du corps là. Et nous, petites entreprises françaises, ils pouvaient venir nous voir dans le bureau et être à découvert. Enfin, je veux dire, c'est pas nous qui allions les mettre en danger. Et donc, l'équipe d'à côté entre et nous présente Hi, this is blablabla, CNN journalist, blablabla, donc journaliste de CNN, machin. Et mon directeur britannique qui lui répond moi je m'appelle machin, je suis le directeur de cette entreprise française. Puis là, on a bidule, et on a Clumsy Murray. Clumsy Murray, ça veut dire Marie la maladroite. Tout le monde mort de rire. Et un petit peu interloqué, genre les grands yeux, genre pourquoi Clumsy Murray ? Parce que j'ai pas trop une allure de Marie la maladroite à la base. Et j'avais 22 ans, je crois, donc j'étais plutôt mimi à 22 ans, enfin pas trop le profil d'une maladroite. Et là, mon directeur qui commence à énumérer toutes les boulettes que j'avais faites depuis le début de mon stage. Et un grand moment de solitude. Je me suis dit voilà, ça y est, ça va passer sur CNN. Il a rencontré, c'était la rencontre improbable en fait. On me présente un journaliste américain de CNN et moi on me présente en tant que Marie la française, mais Marie la petite maladroite, qui se prend les pieds dans le câble par terre, qui renverse les trucs. Enfin voilà. Donc l'autofatigue elle est là. C'est que, je veux dire, ce faux self, j'ai un autre podcast d'avant sur le faux self. En fait, suite à ça, je crois que j'ai complètement endossé ce rôle de Mr. Binette, Mrs. Bean. Ce côté maladresse récurrente, sans trop le contrôler. Et puis, c'était ce qui faisait rire aussi beaucoup des personnes que j'avais autour de moi. Mais ça, je l'explique bien plus en détail dans le podcast sur le faux self. Et finalement, toutes ces anecdotes liées à mon hyperactivité, à mon manque de concentration, à ma maladresse, parce que pas concentrée à ce que je fais, et capable de me prendre les pieds dans un truc, avec une tasse dans la main, et de manquer de tomber par terre, avec du café partout. Mais ça m'est arrivé aussi en formation, au tout début où je suis rentrée en France, là depuis quelques temps beaucoup moins. Mais j'ai eu un grand moment de solitude au début de mon activité de formatrice dans la ville où j'habitais avant. Et j'étais en train de boire du thé très chaud dans ma tasse thermos quand j'ai un de mes étudiants qui m'a sorti une grosse blague. J'ai éclaté de rire et j'ai littéralement recraché mon thé sur toute la salle. Voilà, j'ai aussi bousillé un tas de 60 copies avec aussi un thermos mal fermé en mettant mon sac sur mon bureau. Il y avait du thé partout. Enfin, les élèves au collège, moins. Mais mes étudiants en lycée, université et centre de formation avaient l'habitude. Mrs. S, c'est la reine de la boulette. Là, ça va faire 3 ans que je suis quand même vachement plus calme, et beaucoup plus posée et moins dans l'autofatigue avec tout ça. Mais ce sont des choses qui alimentent l'autofatigue. Parce que finalement, même seule dans ma maison, je peux m'auto-fatiguer avec tout un tas de choses. Aussi bien dans la maladresse que dans le fonctionnement multitâche et en arborescence. Et que quand je vois les personnes ultra organisées qui fonctionnent de façon séquentielle et à qui il arrive peu d'anecdotes, je me dis qu'elles ont vachement de chance quand même dans leur vie, parce que être Mrs. Bean,
c'est pas toujours simple. Ça tombe bien, j'ai rencontré Mr Bean. Donc voilà, je crois que lors de notre dernier voyage, on a bien rigolé tous les deux parce qu'on était vraiment Mr et Mrs Bean partent à l'étranger. C'est pareil, hein, pendant longtemps quand je voyageais, on me demandait pas ce que j'avais vu, mais qu'est-ce qui t'est encore arrivé, quoi. Voilà, je pouvais animer toute une soirée avec toutes les dernières catastrophes, mais aussi parce que je suis détailliste. Parce qu'il y a des tas de détails que je vois et qui vont retenir toute mon attention, alors que des tas d'autres personnes vont passer au-dessus de ces détails et vont pas se tracasser. Et ça, j'apprends à le faire et j'apprends à le transmettre aussi dans ma maison. À être celle qui va dire, bon, est-ce que ça c'est vraiment important ? Non, c'est juste un détail. Ok. Est-ce qu'on peut passer à autre chose ? Oui, parce que vivre à 5 dans ces conditions-là, non seulement je m'auto-fatigue, mais après il y a toute l'auto-fatigue de tout le monde à gérer. Et là, c'est juste plus possible. Là, c'est plus d'auto-fatigue, c'est de la fatigue générale. Et ça devient compliqué. Voilà. Bon, j'espère que je vous ai un peu éclairé sur le thème de l'auto-fatigue. Je ne sais pas si vous êtes concerné par l'auto-fatigue. Je ne sais pas si ça vous parle, cette auto-fatigue. Si vous êtes un peu auto-fatigable, beaucoup auto-fatigable. Est-ce que vous avez des outils ? Moi, je suis preneuse. Hein, je veux dire, je vous fais mon podcast et puis en échange, je veux bien avoir des outils. Pour l'interaction sur les podcasts, pour le moment, j'ai pas trop trouvé de solution, puisque je n'ai pas de réseaux sociaux pour le Jardin des Talents. C'est un choix pour le moment. Ça, je l'évoquais dans le podcast précédent. Voilà. Après, par le biais de mon site internet qui doit être en lien avec le podcast, normalement, il y a une fiche de contact. Donc les commentaires sont les bienvenus. Évidemment, si vous voulez laisser une note ou un avis, osez, je m'en réjouirai. Voilà. Que dire de plus ? Là en fait c'est le brouhaha mental. Donc je repars, j'arrive à côté de ma maison. Donc là j'ai mon cerveau qui ne sait plus où il est. Typiquement. Donc c'est aussi pour ça que j'enregistre le podcast en dehors de la maison en allant marcher. Ça évite toute forme de distraction, sauf quand je rencontre un chevreuil. Je vous souhaite une très belle journée, dans la joie et la sérénité. Et puis, osez interagir, ça me fera plaisir. C'était la petite rime du jour. Belle journée. Au revoir.